En tant que président de l'Association historique internationale de l'océan Indien, je suis heureux d'ouvrir cette 6e édition de la Semaine de l'Histoire. Avant toute chose, puisque notre association a été endeuillée dans la première quinzaine du mois de juillet dernier par la mort accidentelle d'un de ses membres, feu le professeur Sudel Fuma, lors de sa première manifestation publique, elle tient à honorer sa mémoire. C'est pourquoi, avant de commencer nos travaux, je vous demanderai de vous lever et d'observer une minute de silence. Je tiens à remercier d'abord les institutions qui contribuent à la tenue de cette manifestation, si utile aux étudiants et à tous ceux qui, dans cette île, s'intéressent un tant soit peu à l'histoire. La mairie de Saint-Denis, notre fidèle partenaire, qui en plus nous héberge, la région Réunion et la DACOI, dont les aides ont permis la survie de cette opération de cette année. Je tiens ensuite à remercier tous les chercheurs des universités d'Aix, de Bordeaux, de Montpellier, de Paris, de Lisbonne, de Colombo, de Madagascar, de Maurice, de La Réunion, qui participent à cette nouvelle édition de la Semaine de l'Histoire, à ce banquet de la culture. Comme les années précédentes, celle-ci comprend 3 moments. Les 2 premières journées ont cette année pour thème Océan Indien ancien, Méditerranée médiévale, 2 mers intérieures avant le XVe siècle, réalité des échanges et représentation. Celui-ci a été proposé et mis en œuvre par notre collègue et ami Serge Boucher. Au nom de l'association, je tiens à lui présenter mes vifs remerciements pour son investissement tout au long de cette année de préparation. Cette année 2014, correspondant au bicentenaire de la Grande Guerre, au centenaire, de la Grande Guerre, l'Association historique internationale de l'océan Indien entend apporter sa pierre à la connaissance de cette vaste question en insistant sur la part des pays de l'Indienne Océanie. Le thème du colloque central qui se déroule sur les 3 journées suivantes est justement la Grande Guerre et les pays de l'Indienne Océanie. Comme à l'accoutumée, la dernière journée entend renouveler la connaissance sur l'esclavage dans ce même espace. Je ne m'étendrai pas ici sur ces 2 derniers moments de notre semaine, mais uniquement sur le premier. J'aurai l'occasion de replacer les 2 autres dans leur contexte à l'ouverture des travaux mercredi après-midi pour l'un et samedi matin pour l'autre. Le premier colloque trouve sa justification dans l'engouement de la recherche ces dernières décennies pour cette partie du monde, pour la période antérieure au XVIe siècle, notamment pour les siècles médiévaux. Les initiatives de l'Association historique internationale de l'océan Indien et de la Commission internationale d'histoire maritime en la matière ont déjà été fructueuses. Elles ont été à l'origine de congrès et de colloques dans les années suivant la naissance de cette association. Ont été étudiés en 1962 à Lorenzo Marques, Océan Indien et Méditerranée, et à Venise, Méditerranée et Océan Indien. En 1966 à Beyrouth, Société et compagnie de commerce en Orient et dans l'océan Indien. En 1972 à Saint-Denis, mouvement de population dans l'océan Indien. En 1974, s'est tenue à Port-Louis de l'île Maurice une réunion d'experts sur les contacts historiques entre l'Afrique de l'Est et Madagascar, d'une part, et l'Asie du Sud-Est, d'autre part, par les voies de l'océan Indien. La bibliographie rédigée par Auguste Toussaint, Bibliographie of the Story of the Indian Ocean, publiée dans le bulletin de l'Association historique internationale de l'océan Indien, celle de Jean-Claude Roda, Bibliographie de l'histoire des grandes routes maritimes et la synthèse d'Auguste Toussaint, Histoire de l'océan Indien, et de Villiers, Indian Ocean, restent de bons instruments de travail. L'apport de la thèse de Pierre Vérin, Histoire ancienne du nord-ouest de Madagascar, sur les problèmes posés
par les anciennes migrations de populations dans l'océan Indien et l'implantation islamique sur le littoral africain et insulaire, s'appuyant sur les découvertes archéologiques, reste appréciable. La connaissance a fait de nouveaux bonds ces dernières décennies. L'ouvrage court de Bruno Judic, L'océan Indien au Moyen Âge, publié en 2008, est majeur pour notre réflexion car il soutient la thématique de notre rencontre. Il pose clairement le problème d'une période intermédiaire d'un Moyen-Âge pour les pays riverains de l'océan Indien et de leur espace océanique, parfois comparé à la Méditerranée. Il propose que le Moyen-Âge de l'océan Indien soit défini à partir de tournants historiques propres à cet espace: diffusion de nouvelles religions, hindouisme, bouddhisme en Asie du Sud-Est, christianisme en Éthiopie, islam, émergence de nouvelles formes d'État ou de l'État tout simplement, ouverture de routes maritimes. Ces différents phénomènes sont abordés à partir d'une réflexion sur des cartes de l'océan Indien dans son ensemble, cartes de l'Asie du Sud-Est et du Golfe du Bengale, cartes de la mer d'Oman et du Golfe Persique, cartes de l'Afrique orientale et du sud-ouest de l'océan Indien. En 2012, Philippe Bojard consacre un énorme travail en 2 volumes sur les mondes de l'océan Indien. Dans le premier, il démontre que la naissance de l'État et des cités en Mésopotamie et en Égypte, puis dans la vallée de l'Indus et en Chine, induit les premières globalisations impulsées par l'essor des échanges et des innovations techniques ou institutionnelles. La révolution urbaine, tant une révolution idéologique et cognitive, marquée par l'invention de l'écriture, conduisent à l'intégration croissante de régions interconnectées au sein d'économies mondes qui se succèdent dans les périodes de l'âge du bronze puis du fer. Des empires se forment, tandis qu'un secteur privé émerge, articulé à l'État. Au début de l'ère chrétienne, les échanges constituent l'océan Indien en un espace unifié et hiérarchisé, au centre d'un système monde afro-eurasien unique qui montre une première division interrégionale du travail. Mettant en œuvre une approche interdisciplinaire, cet ouvrage expose la fécondité d'une histoire globale renouvelée, prenant en compte l'ensemble de l'ancien monde et les périodes anciennes de son histoire. Dans le second volume, l'auteur étudie la période qui va du 7e au 15e siècle, pendant laquelle l'océan Indien est au cœur des globalisations de l'ancien monde. L'océan Indien s'est peu à peu construit comme l'espace central d'un système monde afro-eurasien par le biais d'échanges sur les routes maritimes des épices, elles-mêmes articulées aux routes de la soie. Ce système dans lequel les échanges stimulent l'innovation et où la Chine joue un rôle majeur se développe jusqu'au VIe siècle au fil de 4 cycles économiques, ces derniers qui s'accompagnent d'une croissance générale de la population coïncident avec des évolutions politiques, sociales, religieuses et semblent tout refléter des transformations du climat. Si l'émergence de l'Europe au XVe siècle débouche sur l'irruption portugaise dans l'océan Indien en 1498, les économies de l'Asie surpassent encore largement et pour longtemps les économies européennes. Cette histoire de l'océan Indien, replacée dans un cadre global, conduit à une remise en cause de l'eurocentrisme de certaines recherches. Elle éclaire en outre la période ultérieure du système monde capitaliste moderne et invite à une réflexion sur les futurs possibles de ce système. Les ouvrages sur les portulans et les cartes marines, notamment celui de Patrick Gauthier d'Alcher, sont aussi nombreux depuis quelques années, mais ils ne sont pas spécifiquement consacrés à l'océan Indien. L'intérêt pour la géographie arabe est visible dans les publications actuelles de Emmanuel Tischer du Ménil, géographe d'Andalous, de l'inventaire d'un territoire à la construction d'une mémoire, Henri Asnef et Henri Bresque, qui ont parallèlement consacré des études à la géographie d'Al-Idrisi et au voyage, ont republié en 1999 Al-Idrisi sous le titre « La première géographie de l'Occident ». Le programme Médiane envisage l'océan Indien comme objet d'étude et de connaissance dans les sociétés méditerranéennes, de ses premières mentions dans les sources grecques sous le nom de mer Érythrée jusqu'à la fin du XVIe siècle, ne peut que renouveler la connaissance sur l'ensemble des cultures qui se sont épanouies autour de la Méditerranée
et qui ont entretenu entre elles des rapports souvent étroits par des processus ininterrompus de transmission, d'échange, de relecture ou de redécouverte de leur modèle commun. Il a pour objet d'étudier la constitution du savoir sur l'océan Indien dans l'ensemble de ses aires linguistiques sur le temps long de l'Antiquité au début de la période moderne, 1580. Il cherche à éclairer sous un jour nouveau les connaissances produites lors de la première mondialisation opérée par les Portugais en les replaçant dans le contexte plus large des interactions établies de longue date dès l'Antiquité et au cours du Moyen Âge entre la Méditerranée et l'océan Indien et dans une perspective d'histoire des sciences, des savoirs et des techniques d'un monde méditerranéen pluriculturel, de la royauté perse à la formation de la monarchie ibérique au milieu du XVIe siècle, quand la vision ibérique de l'espace, liée à celle de territoire, s'impose à la conception portugaise de l'Empire comme réseau. Le projet est parti du constat que la mer Érythrée, l'océan Indien des anciens, a été tôt perçue comme présentant une unité climatique et que des géographes grecs aux cosmographes arabes et de ceux-ci aux portugais, il peut être décelé un continuum dans sa représentation. 3 thèmes de recherche ont été définis: la constitution et la tradition d'un patrimoine textuel commun, des premiers témoins grecs aux sources portugaises, le processus et la formation d'un discours sur l'océan et ses confins, ses peuples riverains, les sagesses qui s'y perpétuent, la caractérisation des acteurs et des outils de ce discours et de ce savoir sur l'océan. Cette mise en lumière des rôles respectifs des géographes, des voyageurs, des marins, des marchands, dans la connaissance de l'océan Indien et dans sa représentation, doit permettre d'évaluer l'enjeu que le savoir sur l'océan a pu représenter pour les sociétés méditerranéennes. L'objectif de notre rencontre est d'offrir un regard historique construit à partir de l'océan Indien et non exclusivement fondé sur les représentations occidentales dominantes. Au cours de ces 7 séances de travail de ce colloque, 2 grandes thématiques seront abordées. La première, les particularités de l'espace océan Indien et l'espace méditerranéen, et la seconde, entre utopie et dystopie, les représentations partagées sur la Méditerranée médiévale et l'océan Indien avant l'arrivée des Portugais, en insistant sur les travaux pionniers sur l'océan Indien, ainsi que les enjeux, prolongements et actualités d'une histoire ancienne de l'océan Indien. Je vous souhaite à tous un bon colloque et de fructueux débats.